Alors on a écrit beaucoup déclaré beaucoup de choses sur l'intérêt qu'André Breton avait pour l'astrologie. Bon, certains ont dit que c'était une passade, un divertissement. D'autres ont dit qu'il s'y était intéressé à une époque, puis ensuite il aurait pris des distances vis-à-vis de celle-ci. Enfin, certains ont prétendu que dans les dernières années de sa vie, André Breton se serait dévoyé de ses objectifs premiers et aurait basculé vers un hermétisme douteux, etc., etc. Alors on va se rendre compte que ces assertions sont tout à fait inexactes et en même temps, une fois de plus, se rendre compte de toute la richesse et donc la complexité de la personnalité d'André Breton. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire quelques mots sur le surréalisme, puisqu'André Breton a été le fondateur du surréalisme. Alors le surréalisme a vu le jour en 1924 à Paris. Breton rédige le premier manifeste du surréalisme et ce texte va avoir un grand retentissement autant dans le milieu intellectuel que dans le milieu littéraire, même si la vocation du surréalisme au départ n'a pas du tout une prétention littéraire. Alors le mot surréalisme, surréaliste, vous l'avez tous entendu puisqu'aujourd'hui il est rentré dans le langage courant. Les journalistes, dans les médias, on entend ambiance à l'Assemblée nationale, ambiance surréaliste, etc., etc. Bon. Alors généralement, on utilise ce mot pour qualifier une situation soit grotesque, soit insolite, soit loufoque, ou soit carrément aberrante. C'est devenu une espèce de mot fourre-tout. On lâche le mot surréaliste parce qu'on n'a plus du tout d'autres termes à donner. Mais bon, le surréalisme, c'est pas ça. Le surréalisme est carrément à l'antipode de tout cela. Alors je vais vous en donner la définition qu'on a donnée André Breton dans le premier manifeste en 1924. Surréalisme, nom masculin, automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Fin de la définition. Donc comme vous pouvez le constater, c'est autre chose que de la loufoquerie, que de l'aberration, etc., etc. Alors quel va être le procédé qu'André Breton va employer pour obtenir ces dictées de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale? Il va employer ce qu'on appelle l'écriture automatique. Écriture automatique, non dans l'acception, je dirais, spirit du terme. Breton utilise l'écriture automatique, je dirais, pour laver les écuries, pour nettoyer un peu l'inconscient et pour arriver à trouver une autre source du langage. Et là, va naître un livre bicéphale, coécrit par Philippe Soupeau et André Breton, qui s'appelle Les champs magnétiques, qui paraîtra à l'entour des années 1919-1920, donc avant le manifeste du surréalisme. Donc tout était déjà en gestation chez André Breton. Donc ce livre va avoir un très grand retentissement également. C'est la première expérience d'application d'écriture automatique à des fins poétiques. Ensuite, certains vont s'emparer de ce qu'ils vont appeler cette technique pour essayer de se trouver un nouveau style d'écriture. Évidemment, pour Breton et les surréalistes, l'écriture automatique, c'était une expérience. Ce n'était pas une fin en soi et ça n'avait pas d'objectif à prétention littéraire. Certains vont s'emparer de l'écriture automatique à des fins littéraires. Et là, évidemment, il va y avoir une déconvenue pour eux, parce qu'ils se figuraient se trouver un nouveau style d'écriture avec l'écriture automatique, se trouver en fin de compte une sorte de combine pour écrire des belles choses. Puis ils vont se rendre compte que ça ne marche pas comme ça, que c'est beaucoup plus difficile que ça, et qu'en définitive, pour se bâtir une œuvre littéraire, ça ne marche pas l'écriture automatique. Ben oui, parce que ce n'était pas son objectif. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers points du surréalisme. Il faut également savoir que le surréalisme est né d'une révolte absolue. C'est une génération, la génération d'André Breton, qui a été précipitée dans la guerre de 14-18. Breton avait 19 ans à ce moment-là. Il est nommé comme brancardier, puisqu'il faisait des études de médecine. Il s'est dirigé ensuite vers la psychiatrie et a arrêté ses études. Mais en 14-18, il est, comme toute sa génération, Aragon, André Masson, Philippe Soupeau, propulsé dans cette immense boucherie qu'a été la guerre de 14-18.
Alors il faut bien imaginer ce que c'est pour ces jeunes gens de 19 ans, être balancés dans cette guerre. On a du mal à imaginer ce que ça a été de toute façon. Donc, au retour, c'est une jeunesse qui est marquée, et il n'est pas question pour eux de reprendre sur les mêmes bases antérieures qui ont précipité cette société dans cette boucherie. Donc il faut faire la table rase. Et le surréalisme est né de cette révolte. Si on n'a pas ça présent à l'esprit, on ne peut pas comprendre les motivations premières du surréalisme, les scandales surréalistes qu'il y a eu, etc., etc., la guerre de front qu'ils ont menée contre des grandes figures intellectuelles de l'époque. Donc au départ, il y a eu Dada, qui a précédé, il est vrai, le surréalisme, qui a fait la table rase, et Dada était un mouvement d'une extrême importance également. Et ce n'était pas du tout non plus un mouvement désordonné, parce qu'aujourd'hui on parle de Dada pour signifier bordel. Dada égale bordel, ce n'est pas du tout le cas. L'exposition qu'il y a eu à Beaubourg il y a quelques années a montré toute l'étendue et la richesse du mouvement Dada, la révolution qu'ils ont fait, ne serait-ce que sur le plan typographique. C'était inouï de voir ce travail. Donc on voyait que dans Dada, il y avait aussi une maîtrise, une rigueur et une structure. Donc c'est tout sauf également ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui. Bon. Mais Dada n'avait pas vraiment de visée politique dans l'acception propre du terme. Et Breton, lui, va se détacher de Dada et donc fonder le surréalisme. Alors après cette définition du manifeste de 1924, il va écrire en 1930 le second manifeste du surréalisme. Et il va encore davantage définir l'objectif de l'activité surréaliste. Et là, on va arriver petit à petit au cœur du sujet de mon intervention. Il va nommer le point suprême, l'activité surréaliste. Et il va en donner une définition. Alors, le début de la définition est le suivant. Tout porte à croire qu'il existe un certain point de l'esprit, d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le communicable et l'incommunicable, le passé et le futur, la vie et la mort cessent d'être perçus contradictoirement. Or, c'est en vain qu'on chercherait à l'activité surréaliste un autre mobile que l'espoir de détermination de ce point. Cette phrase est extrêmement importante, et notamment la dernière partie. Or, c'est en vain qu'on chercherait à l'activité surréaliste un autre mobile que l'espoir de détermination de ce point. Breton va être toute sa vie l'incarnation de la quête de ce point suprême. Alors évidemment, il n'est pas le créateur du point suprême, on le retrouve dans les traditions, cette notion du point de résolution des antinomies, on le retrouve dans le Zohar, on le retrouve dans la Kabbale, on le retrouve dans l'alchimie. Simplement, on a essayé de faire un rapprochement entre ce point suprême dans l'acception surréaliste et la tradition ésotérique, l'hermétisme. On ne peut pas s'empêcher de penser à René Guénon avec le symbolisme de la croix, où il dit que le centre de la croix serait le point de résolution des antinomies. Bon. Simplement, la particularité du surréalisme, c'est que il faut placer la quête de ce point suprême, et c'est là toute la complexité de la question, dans une vision plus hegelienne qu'une vision guénonienne, si je puis dire. Et là, la grande force de Breton a essayé de créer une ligne de force entre la dialectique hegelienne et la pensée de la tradition. Pour Breton, hors la pensée hegelienne, il n'y avait aucune possibilité de penser et d'accéder à la vérité. Et il a essayé toute sa vie de faire de la pensée hegelienne et de la tradition un même lieu. Inutile de vous dire ce point de tension, parce que c'est une situation, en fin de compte, mentalement, j'entends psychiquement et intellectuellement, très difficile à tenir, parce que les surréalismes rejetaient toute transcendance, et pour reprendre l'acception de René Guénon, tout rattachement à un principe supérieur. Donc le départ est matérialiste de cette quête, c'est un point sublime. Il ne faut pas voir là-dedans une tentative de projection dans un au-delà ou une autre dimension surnaturelle dans la quête surréaliste. Ça ne veut pas dire que Breton n'était pas un lecteur de René Guénon, il a été un lecteur attentif de René Guénon, puisque dans sa bibliothèque, on trouvait grand nombre de livres de René Guénon, le symbolisme de la croix, les états multiples de l'être, l'ésotérisme de Dante, j'en passe. D'ailleurs, en 1926, lors de la création de la revue La Révolution surréaliste, André Breton avait lancé un appel
en direction de René Guénon pour lui demander de rejoindre l'activité collective surréaliste. C'est tout à fait surprenant. Bon. Le surréalisme prenant la psychanalyse freudienne, le marxisme, l'écriture automatique, autant de points que Guénon ne pouvait que combattre violemment et rejeter. Donc on est quand même surpris par cet appel. Des fois, je m'imagine un face-à-face entre un Benjamin Péret, qui a eu une vie, qui a été vraiment un homme tout à fait extraordinaire, mais qui a été un militant trotskiste engagé toute sa vie, pur et dur. On a du mal à imaginer un face-à-face entre Benjamin Péret et René Guénon. Je pense que ça aurait fait des étincelles. Sans doute se serait-il entendu sur une certaine critique de la société, mais il y aurait eu des points de divorce colossaux. Bon. Donc, il est important d'avoir ça présent à l'esprit, cette espèce de jeu dialectique qu'a voulu établir André Breton entre la pensée hegelienne et la pensée de la tradition. C'est très important parce que ça va aussi définir son intérêt pour l'astrologie. Alors, partant de cette présentation des choses, il n'y a rien de surprenant que pour André Breton, tout ce qui pouvait amener une nouvelle interprétation de l'homme, une nouvelle lecture de la vie, ne pouvait que l'intéresser. Et la grande richesse et complexité du surréalisme, c'est la pluridisciplinarité qu'il implique. Quand on prend une revue comme la revue Minotaure, qui est une revue qui a été publiée en 1933, si vous feuilletez cette revue, vous trouvez des disciplines tout aussi différentes les unes des autres, avec des procédés d'investigation et d'analyse qu'au jour d'aujourd'hui on oppose. Vous trouvez l'anthropologie, vous trouvez la psychanalyse, vous trouvez la poésie, vous trouvez l'astrologie, vous trouvez tout. Parce que ça, c'était le point, ce fameux point suprême dont parlait André Breton, ce lieu de résolution des antinomies, de ce que, en règle générale, on veut nous présenter comme des oppositions. Donc, rien de surprenant à ce qu'il se soit intéressé à l'astrologie, qu'il qualifiait comme étant la langue d'or de l'analogie. Il avait d'ailleurs en 1954 accordé une interview à Jean Carteret et Robert Knab pour la revue du Centre international de l'astrologie, qui était alors dirigée par André Barbeau, et il avait dit ceci. Alors, début de citation, « Démêler une destinée à partir de la situation des planètes et de leurs aspects mutuels dans les différents signes et maisons suppose un tel doigté que cela devrait suffire à frapper de dérision, à convaincre d'enfantillage les modes habituels de raisonnement synthétique. Ce que j'ai toujours apprécié au plus haut point dans l'astrologie, ce n'est pas le jeu lyrique auquel elle prête, mais bien le jeu multidialectique qu'elle nécessite et sur lequel elle se fonde. Que l'astrologie soit la langue d'or de l'analogie, celle qui tend à permettre les plus grands échanges entre l'homme et la nature, je ne saurais y contredire. » Fin de citation. Bon, cet extrait de l'interview est déjà en soi suffisamment éloquent. Je reviens sur une période beaucoup plus proche. En 2003, a eu lieu à Paris, à la salle Drouot, la vente de ce qu'on a appelé dans les médias la collection André Breton. Ça avait fait beaucoup de remous, même sur le plan international. Ça avait déclenché des passions. Une fois de plus, l'évocation du nom d'André Breton déclenche toujours d'ailleurs des passions. C'est intéressant à noter. Et ceux qui avaient déclaré que le surréalisme était mort et enterré, ils sont été de leurs propos de fossoyeurs primitifs, puisque là, il y a eu un retentissement, autant en Amérique latine qu'aux États-Unis. Il y a eu des textes décrits à propos de cette vente. Et on a retrouvé, parmi tous les documents d'André Breton, un dossier contenant des thèmes astrologiques calculés et dressés par André Breton. On trouve le thème de Robert Desnos, d'Aragon, de Philippe Soupeau, de Huysmans, de Picasso, de Lautréamont, bref, la liste est longue. Donc là, ça a été une confirmation de l'intérêt de Breton pour l'astrologie. Parce qu'il faut quand même savoir qu'à l'époque où il s'est intéressé à l'astrologie, il a commencé à s'intéresser à l'astrologie à l'entour des années 20. Ce n'était pas l'époque de l'informatique, il n'y avait pas l'ordinateur, il fallait donc apprendre à calculer un thème à la main. Et je dois vous dire que ce n'est pas la partie la plus amusante de dresser un thème à la main, les calculs, ça peut être sujet à erreur, etc., etc. Donc ça demande déjà une implication au départ, un désir. Bon.
À ces thèmes astrologiques, il y avait des notes faites par André Breton, des profils psychologiques, des thèmes montés, faits à la main, très intéressants à lire. On peut les consulter d'ailleurs sur Internet, puisqu'il y a un site qui a été créé à ce sujet, où on peut à loisir les observer. Donc, début des années 20, André Breton, intérêt pour l'astrologie. Alors, on va me demander pourquoi cet intérêt. Eh bien, je pense que Breton a une phrase dans son livre Les vases communicants qui est très révélatrice, où il dit, début de citation, « Toute erreur dans l'interprétation de l'homme entraîne une erreur dans l'interprétation de l'univers. Elle est par suite un obstacle à sa transformation. » Fin de citation. Bien sûr, Breton n'a pas écrit cette phrase-là pour l'astrologie, mais tout astrologue digne de ce nom ne peut que se sentir concerné par cette phrase. Donc, intérêt vif pour l'astrologie. Alors, la question, c'est par quel procédé, quel cheminement a-t-il été amené à s'intéresser à l'astrologie, quelles ont été ses sources, etc., etc. Alors, le bruit court que Pierre Mabille, le docteur Pierre Mabille, qui était un personnage extrêmement intéressant, d'une très grande richesse à la fois humaine et intellectuelle, franc-maçon, qui était arrivé à un très très haut degré en franc-maçonnerie. Donc on prétend que c'est Pierre Mabille qui aurait initié André Breton à l'astrologie. Or, il n'en est rien, puisque Pierre Mabille a rejoint le mouvement surréaliste en 1932. Et Breton s'intéresse à l'astrologie dès 1920. Donc il y a quand même 12 ans d'écart. Valentine Penrose, la artiste peintre surréaliste, la compagne du Roland Penrose, était férue d'astrologie et aurait apporté quelques connaissances à André Breton sur cet art. Bon. Maintenant, quels sont les livres qu'il a pu consulter à cette époque, les ouvrages? Il me semble évident que André Breton était un habitué de la librairie Chacornac, qui se trouvait à l'époque à Paris, au 11 quai Saint-Michel. Cette librairie a été créée en 1884. Elle s'appelait alors la Librairie Générale des Sciences Occultes. Ensuite, à l'entour des années 1920, elle s'est fait appeler Chacornac Frères, et ensuite, vers 1950, les éditions traditionnelles. Cette librairie était, parce qu'aujourd'hui elle a disparu, était le haut lieu, je dirais, de la tradition. Puisque toutes les grandes figures qui ont marqué l'hermétisme, la tradition, se sont rendues dans cette librairie. C'était le lieu qu'a fréquenté René Guénon. Les études traditionnelles sont sorties d'ici. Papus a fréquenté ce lieu. J'en passe, la liste est très très longue. C'était un lieu mythique, un lieu habité dans l'acception large du terme. Donc Breton était vraisemblablement un assidu de cette librairie. D'ailleurs, dans sa bibliothèque, on a retrouvé la première édition du livre de Paul Chacornac consacré à Eliphas Lévy. Ensuite, on trouve comme livres qui ont dû marquer André Breton, et si on feuillette le catalogue Chacornac de 1912 et qu'on se reporte à la partie astrologie, on trouve des livres, aujourd'hui pour certains, introuvables, mais on trouve entre autres un personnage fort important et intéressant, répondant au nom de Paul Chouinard. Il a pris le pseudonyme de Paul Flambard par la suite, c'était un polytechnicien. Il faut savoir qu'il y a eu un grand nombre de polytechniciens à l'époque qui se sont intéressés à l'astrologie jusqu'à assez proche de nous. Raymond Abellio, Daniel Vernet étaient des polytechniciens. Il y avait une branche de polytechniciens qui se sont intéressés d'une façon très pointue à l'astrologie. Donc, je reviens à Paul Chouinard, Paul Flambard. Il a posé les fondements bases scientifiques de l'astrologie. Et Breton possédait un ouvrage de Paul Chouinard qui s'appelait « Le langage astral » et qui était les fondements scientifiques de l'astrologie, dans lequel Chouinard développe la notion y a-t-il oui ou non des influences astrales, planétaires, et sur quelle base peut-on établir une loi de correspondance entre les planètes et la destinée humaine. Autre livre que Breton a consulté, les traités d'astrologie de Jules Evenot, c'est cité dans ses notes. Alors bon, Jules Evenot aujourd'hui est assez oublié.
Il est vrai que ces approches astrologiques étaient beaucoup moins scientifiques que celles de Chouinard, relevaient plus encore d'une superstition et de croyances qui font qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus du tout des ouvrages de référence. Mais à l'époque, évidemment, de Breton, il fallait bien voir que ce n'était pas évident de faire le choix. Aujourd'hui, nous avons le recul critique, mais à l'époque, c'était beaucoup plus difficile pour lui. Il y a eu également le miroir de l'astrologie, écrit par Max Jacob et Conrad Maurican. Alors, bon, Max Jacob, on connaît tous le poète, Max Jacob. Alors, ce livre-là est évidemment beaucoup moins pointu, d'une portée beaucoup moins importante. Ce qui a dû, à mon avis, séduire Breton dans ce livre, ce sont les analogies poétiques qu'établit Max Jacob entre les signes, les planètes et la psychologie humaine. Ce livre est coécrit, Max Jacob, Conrad Maurican. Je voudrais faire une petite parenthèse et vous dire quelques mots sur Conrad Maurican. Les lecteurs d'Henry Miller connaissent Conrad Maurican, puisqu'il est le personnage qui se fait appeler Terrican du roman de Henry Miller, Un diable au paradis. Et ce héros est un astrologue. Henry Miller a fait la connaissance de Conrad Maurican par l'intermédiaire d'Anaïs Nin, qui était également très très versée dans l'astrologie. Alors ce Conrad Maurican, c'est un personnage. Il était issu d'une famille suisse, il est venu à Paris, c'est devenu un mécène et un collectionneur d'art, il s'était installé à Pigalle, il avait donc lié d'amitié avec Van Dongen, Blaise Cendrars, Max Jacob. Et puis, à l'entour des années 1930, suite à une manipulation financière, ça existait aussi à cette époque, il est ruiné. Il se retrouve complètement sur le carreau, à la rue, sans rien dans les poches, ruiné. Et il devient cette espèce de mi-dandy, mi-clochard, avec des allures de sage, de gourou, donc un personnage fascinant. Féru d'hermétisme et d'astrologie, mais également de sciences occultes. Donc, évidemment, un personnage de roman qui ne pouvait que fasciner Henry Miller. Conrad Maurican a pris un pseudonyme qui s'appelle Claude Valence. Au jour d'aujourd'hui, le livre Le miroir de l'astrologie est toujours disponible sur Internet, on le trouve encore, mais on le trouve sous le pseudonyme Claude Valence. On lui doit comme autre ouvrage Portrait astrologique, qui est dédié à Blaise Cendrars, où il dresse les portraits donc de Blaise Cendrars, de Paul Morand, de Van Dongen, plus un traité d'astrologie pour calculer des horoscopes et décrire des profils psychologiques. Je voulais faire une petite parenthèse, que c'est un personnage pour lequel on a peu d'informations, mais extrêmement intrigant, et ça vaudrait la peine de creuser un peu plus le sillage pour en savoir davantage sur ce personnage. Je reviens à André Breton. Autres ouvrages qui ont dû également le marquer, ce sont les ouvrages d'André Barbeau, qui est l'une des grandes figures de l'astrologie moderne. C'est un monsieur aujourd'hui âgé de 87 ans. C'est le grand spécialiste de l'astrologie mondiale. Il a écrit les grandes pages de l'astrologie moderne. Son apport est considérable parce qu'il a nettoyé l'astrologie de tout... Il l'a sorti du placard à balai de la sorcière, comme je dis. Voilà. C'est-à-dire qu'il l'a nettoyé de ses superstitions, de ses fausses croyances. Il a eu une approche, je dirais, rationnelle et scientifique de l'astrologie. Au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, il n'est que de se reporter à ses livres pour voir, par exemple, là je fais une digression, que la crise que nous connaissons actuellement, il l'avait déjà décrite dans ses ouvrages, sous le cycle de Saturne-Uranus. Donc c'est un personnage d'une grande fiabilité, d'une très grande honnêteté intellectuelle. Donc Breton, par sa rigueur intellectuelle, ses bases scientifiques, car n'oublions pas qu'André Breton se dirigeait vers la psychiatrie au départ. Il avait été élève de Babinski, et Babinski voyait en lui un futur grand de la psychiatrie. Mais l'appel de la poésie, du merveilleux, aura été le plus fort, et tant mieux pour nous, il se sera éloigné de la psychiatrie pour créer le mouvement et l'œuvre que nous connaissons. Donc ça, c'est la base livresque que j'ai cherché et trouvé dans ces références astrologiques. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelle était la pratique qu'il avait de l'astrologie? Quelle implication avait-elle dans sa vie? Quelle importance avait-elle? Parce que l'astrologie, c'est quand même une merveilleuse terre d'utopie.
On peut parler des heures de l'astrologie, écrire des livres et des livres sur l'astrologie. C'est une merveilleuse terre d'utopie où on peut échafauder des grandes théories. Il y a ce que j'appelle les bavards de l'astrologie, qui écrivent, qui font beaucoup d'interventions, mais qui n'ont pas une once de pratique astrologique. C'est-à-dire que quand on les confronte à un thème astrologique, devant une personne, il y a un problème. Et lorsque l'on voit les applications de leurs théories mises à plat sur une carte du ciel, généralement les édifices s'effondrent. Donc, il y a à la fois une grande richesse dans la comète astrologique, mais il y a aussi une grande part il y a une nébuleuse qui en elle-même apporte une grande richesse, mais face à laquelle il faut quand même se prémunir. Donc, Breton avait-il une pratique de l'astrologie? Enfin, parce qu'il peut avoir un intérêt, cet art, cette science pouvait le séduire par cette loi d'analogie qu'elle fait intervenir. Et pour un homme épris de poésie comme André Breton, l'analogie ne pouvait que faire résonance en lui. Mais maintenant, est-ce que l'astrologie, il l'a appliquée pour lui, il l'a étudiée à des fins personnelles? Je répondrai par la positive, l'affirmative. Car si on lit son œuvre attentivement, il y a de nombreuses références à l'astrologie. Il y a déjà souvent un vocabulaire emprunté à celle-ci. Et puis, il y a clairement des annotations, des notes précises de correspondance astrologique dans son œuvre. Par exemple, si on prend son livre, un de ses livres phares, L'Amour fou, dans le texte d'ouverture, Breton fait référence à une date, le 10 février 1934, où il dit, c'était la journée où il y a eu une éclipse de Vénus-Lune. Il précise que cette éclipse ne se produit qu'une seule fois l'année. Alors dans un premier temps, on est surpris de cette précision parce que une éclipse, c'est une conjonction, c'est lorsque deux planètes sont très rapprochées. Donc une conjonction Vénus-Lune, ça ne se produit pas qu'une seule fois l'année, ça se produit tous les mois. Donc on est dans un premier temps très surpris de cette précision. Mais en définitive, je me suis rendu compte qu'il précise que ça ne se produit qu'une seule fois l'année parce que ce qu'il appelle cette éclipse, qui est quand même beaucoup plus jolie, je dirais, que conjonction, d'un point de vue poétique, cette éclipse se produit justement par rapport à son thème astrologique sur son soleil natal. Donc, configuration en astrologie planétaire importante. Deux planètes rapides qui se sont rencontrées sur la position de son soleil natal de naissance. Il établit une correspondance entre cette configuration planétaire et un événement particulier qu'il a vécu cette journée. Il était alors dans un restaurant qui jouxtait un cimetière. Alors déjà, cette situation géographique le mettait assez mal à l'aise. Il y avait dans ce restaurant une pendule vidée de son cadran, donc il y avait une absence de temps. Il y avait d'un côté le cimetière, qui marquait une fin de temps, et une pendule vidée de son cadran. Donc, il y avait deux rapports au temps qui le troublaient beaucoup, et il faut savoir que Breton était quelqu'un d'extrêmement attentif aux signes et aux correspondances. Alors, déjà, ça le mettait dans un état d'esprit peu à l'aise. Et puis, arrive une serveuse, il est séduit par cette serveuse, et elle portait sur un col blanc ou vert, dit-il, alors là je cite de mémoire, hein, un fin bijou fait de pierres étant vraisemblablement des pierres de lune. Et là, il établit donc cette correspondance entre cette serveuse, qui est personnifiée, je dirais, par Vénus. Ce sont deux planètes de féminité en astrologie, Vénus-Lune. Donc cette serveuse et ce collier pierre de lune qui le rapproche de la lune. Alors, peu importe la validité de la démonstration astrologique, c'est pour montrer que Breton utilisait le clavier astrologique pour éclairer, d'un point de vue poétique, les événements qu'il vivait. Également, on peut avancer l'hypothèse qu'il pratiquait ce que l'on appelle l'astrologie horaire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'astrologie horaire? L'astrologie horaire consiste à noter la date et l'heure exacte d'un événement important qui se passe durant une journée, pour ensuite consulter ce qu'on appelle les éphémérides, pour voir les positions planétaires à ce moment précis durant lequel cet événement marquant s'est déroulé. Et là, Breton, dans un texte intitulé « La crise de l'objet », il va encore une fois de plus faire appel à l'astrologie pour raconter une situation qui s'est déroulée le 1er mai 1933. Il se trouvait alors avec son ami Benjamin Perret dans un restaurant, une fois de plus. Et là, une serveuse, une fois de plus, a un geste maladroit, elle renverse un couteau
qui tombent sur le vers de Benjamin Perret et le fendent. Et Breton regarde les configurations planétaires de cette journée. Donc il indique toute une série de configurations que je ne vais pas vous décrire, et il fait encore là, une fois de plus, un parallèle entre cet événement et les configurations planétaires. On voit quand même que l'astrologie avait quand même une grande part dans sa pratique de la vie. On s'aperçoit qu'il consultait régulièrement les éphémérides. Les éphémérides, comme je l'ai indiqué, c'est un livre qui regroupe toutes les positions des planètes au jour le jour dans chaque signe du zodiaque. Ce sont des bases, je dirais, scientifiques, les éphémérides. C'est la base de calcul pour tout astrologue qui veut dresser une carte du ciel. Donc on voit cette résonance et cette importance. Second manifeste du surréalisme, en 1930, il a une importante note en bas de page, où il indique l'importance de la planète Uranus sur le mouvement surréaliste. Et il précise qu'il serait quand même intéressant de faire une étude approfondie astrologique sur les corrélations qu'il y aurait entre la symbolique de cette planète et le mouvement surréaliste. Et pour étayer ses propos, il fait référence à Paul Chouinard, alias Paul Flambard. J'ai effectué cette étude sur le plan symbolique pour savoir exactement si les propos de Breton sur ce plan-là étaient exacts. Mais le surréalisme, c'était un mouvement et c'était un groupe de personnes. Et dans ce groupe, il y a eu d'autres surréalistes qui ont eu un intérêt pour l'hermétisme et l'astrologie. Mais certains se sont intéressés d'une façon discrète, sous cape, non déclarée. Et à ce propos, d'ailleurs, Breton remet les pendules à l'heure dans un numéro de la revue Médium, dans un texte intitulé « Défense de mentir », c'est dans le numéro 1 de cette revue. Breton remet les pendules à l'heure en s'en prenant à Georges Sadoul, qui avait eu des propos très négatifs et critiques sur l'astrologie. Et Breton, donc, dans ce texte, Défense de mentir, épingle Sadoul en disant Sadoul, qui critique l'astrologie et les horoscopes, s'est intéressé à l'astrologie, et là, il fait publier le thème astrologique d'André Thirion, qui avait été calculé par Georges Sadoul. Cet exemple pour bien mettre en relief la complexité qu'il y avait. Alors dans l'histoire du groupe surréaliste, alors quand je parle du groupe surréaliste, je parle du groupe qui se trouvait en France. Parce que le surréalisme a eu un rayonnement international. On trouve des groupes qui se sont constitués aux États-Unis, au Brésil, au Mexique, en Angleterre, en Belgique, à Prague. Et à l'instant où je suis en train de vous parler, certains groupes sont encore en activité, y compris le groupe de Paris du mouvement surréaliste qui continue toujours à être en activité. Alors il y a eu des personnages qui ont gravité, je dirais plus peut-être dans la circonférence que dans le cœur, des personnages comme René Allot, que tous les passionnés d'alchimie connaissent, Élie-Charles Flamand, qui a rejoint l'activité surréaliste après la Seconde Guerre mondiale, Élie-Charles Flamand qui s'est énormément intéressé aussi à l'alchimie. Il y a eu Bernard Roger, à qui on doit un très beau livre qui s'appelle Paris des alchimistes. Guy-René Doumerou, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La géographie sidérale. Donc tous ces gens-là ont été dans le groupe surréaliste. Et certains, au bout d'un moment, par rapport à la pression matérialiste très forte qu'il y avait dans le groupe, ont été obligés de prendre une distance, parce que la cohabitation devenait très difficile. Ça n'a pas empêché Breton de continuer à avoir des relations avec les uns et les autres. Donc, c'est pour marquer la complexité qu'il y avait dans le groupe, parce que l'ouverture du surréalisme, en fin de compte, sa richesse entraîne une complexité, et qui est une complexité d'ordre humain, en fin de compte. Chacun entrant dans le surréalisme par la porte qui lui est en résonance, en adéquation avec ses orientations, sa sensibilité et ses objectifs. On pourrait pratiquement comparer le surréalisme à une montagne, à un mont, et en fonction du versant qu'on emprunte, qui est le versant révolutionnaire, qui est le versant de la peinture, qui est le versant de la poésie écrite. Évidemment, on ne voit pas l'intégralité du surréalisme avec au sommet ce fameux point sublime, puisque Breton a parlé au départ du point suprême, et dans une lettre qu'il a adressée à sa fille, une lettre magnifique qui conclut son livre L'amour fou, adressée à Écusette de Noireuil, très bel anagramme, Écusette de Noireuil, Noisette d'écureuil. Il dit « J'ai parlé d'un certain point sublime situé dans la montagne, il n'a jamais été question pour moi de m'y situer à demeure, car j'aurais cessé dès cet instant d'être un homme. » C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier toute la portée, je dirais, prométhéenne du surréalisme. C'est vraiment le mythe de Prométhée en action, le surréalisme. Cette volonté donc de résolution des antinomies est toute la force et la complexité du surréalisme. Et certains
C'est une position qui est difficilement tenable, ce point suprême entre la pensée hegélienne et la tradition. Je pense que, d'un point de vue intellectuel et mental, c'est un point de tension qui est très très difficile à tenir. Alors évidemment, de ces points de tension, c'est que là que jaillissent toujours des idées et des choses nouvelles, c'est évident. C'est pas dans le confort et dans l'harmonie et l'évidence que naissent les choses, à mon avis. C'est dans les résistances, les confrontations et les points de tension qu'il se passe quelque chose. Donc cette posture mentale qu'a adoptée Breton est une posture qui est toute à son honneur et à sa grandeur, mais ô combien difficile, et tout le monde n'avait certainement pas la structure psychique pour maintenir ce point d'incandescence. L'astrologie n'a pas été uniquement l'intérêt que de Breton, mais Breton a été quand même le seul à le déclarer ouvertement. Il ne l'a pas occulté, il l'a déclaré ouvertement. Il fait là un grand courage pour le faire. Il ne faut pas oublier qu'en 1930, dans le second manifeste du surréalisme, qui est un texte extrêmement véhément, où il règle des comptes, là c'est un texte d'une très grande radicalité, où il fait cette note en bas de page astrologique concernant la planète Uranus sur laquelle je vais revenir. C'était quand même, à l'époque, imaginez, ça a été d'un retentissement colossal à l'époque, dans les milieux politiques d'extrême gauche. Breton tombe dans l'obscurantisme, Breton tombe dans l'aliénation. Enfin, il fallait un grand courage pour afficher cela, comme il l'a fait. Et je vais aborder un autre plan de Breton, et là encore, vous allez voir toute la complexité du personnage. C'est que l'intérêt de Breton pour l'astrologie va très loin. Et là, on retrouve un trait de sa personnalité très fort, qui est le trait de la résistance, qui est le trait de ne pas mettre genou à terre, puisqu'André Breton avait modifié sa date de naissance. Il a déclaré autour de lui être né le 18 février 1896. Alors qu'en réalité, selon l'acte de naissance, il est né le 19 février 1896 à Tingebray, dans l'Orne, en Normandie. Alors là, on a pas mal écrit là-dessus quand même. Ça a suscité beaucoup de questionnements, cette modification de date de naissance, parce que c'est pas une saute d'humeur, c'est pas une fantaisie de la part de Breton. C'était pas l'homme à se laisser aller comme ça à des fantaisies, ou tout au moins s'il y avait des fantaisies, elles avaient une portée autre que la définition que l'on donne à ce mot. Alors dans un premier temps, on pourrait me dire, après tout, Breton dit qu'il était né un 18 février 1896, c'est vrai. Il est le premier concerné, et c'est vrai que souvent de fois, sur les actes de naissance, les dates indiquées ne sont pas exactes. Alors on pourrait évidemment abonder dans ce sens et dire, oui, en fin de compte, il y a eu une erreur, et en fin de compte, Breton a appris être né le 18 et non le 19. Mais en vérité, il n'en est rien. Je précise que pour le 19 février 1896, Breton est né sous le signe des Poissons. Pour le 18 février, il naît sous le signe des Verseaux. Donc il change de signe. C'est pas rien, vous allez comprendre pourquoi. Et là, on va être tout à fait dans un rapport analogique, poétique et de correspondance très très intéressant. On est précisément là aussi au cœur d'un questionnement surréaliste. Il y a eu, comme je vous le disais, beaucoup de réflexions qui ont été faites là-dessus. Jean Richer, à qui on doit des études sur Gérard de Nerval, Verlaine, des études astrologiques et symboliques, s'était penché sur cette question. Alors pour expliquer, Jean Richer, ce changement de date, il a eu recours à l'arithmosophie, l'addition des chiffres d'une date de naissance. Et il prend comme point de départ Arcane 17, qui est le dernier livre majeur d'André Breton, à mes yeux le plus important. Et Breton conclut dans son troisième ajour, en ces termes, avoir sillonné aux côtés de Gérard de Nerval le long du sillon doré. Et il précise 1808, année de publication de la théorie des 4 mouvements de Charles Fourier. 1808, si on fait le calcul arithmosophique, ça donne 17. 1 plus 8 égale 17. Et si on additionne la date de naissance de Gérard de Nerval, car Gérard de Nerval est un poète qui a eu une extrême importance dans le surréalisme et sur André Breton, né le 22 mai 1808, si on additionne 22/5/1808, ça donne le chiffre 17. Si on se reporte maintenant à la date du 18 février 1896, date de modification d'André Breton, on aboutit également au chiffre 17. Breton donne comme titre à son dernier livre majeur le nom d'Arcane 17, faisant ainsi référence à la lame 17 du tarot de Marseille qui est l'étoile. Lame symbolisant
la transmission de la connaissance, l'espoir, la renaissance. C'est une lame qui représente une femme agenouillée avec 2 amphores et qui déverse de l'eau dans une fontaine. Derrière elle se trouve une constellation d'étoiles. Donc, Breton prend cette lame du tarot comme référence pour intituler son dernier livre. Si on se penche sur l'analyse de cet arcane, il faut savoir que l'arcane 17, sur le plan correspondance, est associé au signe du Verseau. Donc je précise le signe qui correspond à la date de changement d'André Breton. Si on observe d'une façon beaucoup plus aiguë la lame, le groupement d'étoiles qu'il y a au fond de l'arcane, la plus grosse étoile, c'est Fomalo, l'étoile du poisson austral, qui se trouve entre le 3e et 4e degré du signe des Poissons. C'est-à-dire qu'en fait, avec cette lame, on se retrouve dans ce jeu de mouvement entre le signe du Verseau et le signe des Poissons. La question qui se pose, évidemment, c'est est-ce que Breton a orchestré ça d'une façon consciente ou d'une façon purement, je dirais, intuitive? Car il est important de dire qu'André Breton était un homme doté d'une intuition tout à fait exceptionnelle. Il a cette phrase dans le premier manifeste de 1924 où il dit « Je veux qu'on se taise quand on cesse de ressentir ». Une phrase qui a beaucoup de portée. Breton n'était pas un intellectuel dans le sens où on l'entend couramment. C'était un sensitif. C'était un homme qui avait le don d'établir des connexions, des correspondances, et le don encore plus grand de donner à voir. Donc c'était un être très sensitif, et il avait un inconscient qui fonctionnait, je dirais, à la vitesse grand V. D'ailleurs, cette vitesse grand V qui a servi à écrire les champs magnétiques sous la dictée de l'écriture automatique. Donc, la question qui se pose, l'a-t-il fait consciemment ou est-ce un choix purement intuitif? Je ne saurais répondre à cette question. Je préfère pour ma part opter pour le champ intuitif, que le champ déductif. Voilà. Mais ça n'a pas du tout valeur de vérité absolue. Donc, cette étoile-là nous met encore au cœur de cette ambivalence, de cette, je dirais, dialectique qui s'établit entre le signe du Verseau et le signe des Poissons. Je rappelle que le signe du Verseau a pour planète Uranus et le signe des Poissons, Neptune. Je vous ai fait part tout à l'heure d'une note en bas de page dans le second manifeste du surréalisme publié en 1930, note dans laquelle André Breton parle de l'importance de la planète Uranus sur les mouvements surréalistes. Et il demande à ce qu'on opère une étude sur ce point. Alors j'ai procédé à cette étude. Dans le numéro 122 de la revue L'Astrologue, dirigé par André Barbeau en 1996, j'ai fait l'étude du thème astrologique d'André Breton. Déjà, à la base, j'ai donc étudié à l'aide des transits, c'est-à-dire les mouvements planétaires. J'ai donc placé ces mouvements planétaires en regard d'événements marquants de la vie d'André Breton. Bon. Il se trouve qu'il y a une totale corrélation entre les événements marquants de sa vie et les mouvements planétaires. Donc, j'en conclus, et là j'affirme que le 19 février 1896 est la date exacte de naissance d'André Breton, c'est-à-dire qu'il est né bel et bien sous le signe des Poissons. On pourra rétorquer que ce que je dis là est totalement subjectif. Les ennemis du symbole, symbole, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Alors là, je vais leur dire tout de suite que non. Si on se reporte à l'œuvre de Breton, il indique être né sous le signe des Poissons. C'est là où on voit toute la complexité du personnage. Dans un de ses poèmes qui s'intitule « Âge », c'est un poème qu'il a écrit en 1916. Il l'a terminé le 10 février 1916, mais il le date au 19 février 1916, qui correspond à l'année de ses 20 ans. C'est Marguerite Bonnet qui s'est occupée des œuvres complètes d'André Breton dans la Pléiade, qui a recueilli ces informations d'André Breton même, lors d'un entretien qui est daté, alors est-ce un hasard objectif, une coïncidence, du 18 février 1962. Donc, il donne une date, 19 février, c'est sa date de naissance. Il fixe un rendez-vous à 11 ans et 40 jours après le 10 janvier 1925. Si on fait le calcul, ça nous conduit à la date du 19 février 1936, soit l'année de ses 40 ans. Enfin, pour conclure là-dessus, dans le manifeste du surréalisme de 1924, il écrit « Moi, le poisson soluble, je suis né sous le signe des Poissons ». Donc c'est clair qu'il était bien né un 19 février et il le savait pertinemment bien. Donc,
Il opère donc cette modification pour le 18 février. Je reviens sur mes propos antérieurs sur l'importance de la planète Uranus dans le mouvement surréaliste. J'ai donc procédé à cette étude. Je dois reconnaître qu'André Breton avait raison. Effectivement, la dominante planétaire qui symbolise la dynamique surréaliste, c'est Uranus, avec en codominante Neptune. Donc on se retrouve encore à la croisée du Verseau et du Poisson. Uranus pour les Verseaux, Neptune pour les Poissons. Uranus qui marque le côté insurrectionnel, innovateur, révolutionnaire, prométhéen du surréalisme. Et Neptune qui marque toute la partie poétique, l'inconscient, la poésie, la pensée magique du surréalisme. Le Verseau a pour planète dominante Uranus, le signe des Poissons, Neptune. Donc, après l'étude que j'ai faite, il apparaît effectivement qu'Uranus est la planète dominante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une planète dominante? C'est la planète qui teinte, qui oriente le plus une énergie, une activité. Donc, comme je le disais, Uranus va représenter la force insurrectionnelle, révolutionnaire, prométhéenne, et Neptune, en codominante, va marquer la force de l'inconscient, la poésie et la pensée magique. Donc, on est encore à nouveau dans cette dialectique Uranus-Neptune, c'est-à-dire basculement du signe des Poissons au signe des Verseaux. Donc, je dirais que Breton, donc, des Poissons, passe au signe des Verseaux, et après analyse que je fais de mon côté, je me retrouve aussi confronté à ce jeu de transfert de Neptune et d'Uranus, c'est-à-dire des Poissons et des Verseaux. La question maintenant qui se pose, c'est le pourquoi de ce changement, parce que là, je fais une démonstration, la démonstration me ramène à cette ambivalence. Pourquoi Breton a voulu changer sa date de naissance? Alors, il y a eu donc l'approche de Jean Richer, qui était en fin de compte de vouloir avancer l'idée que Breton voulait être sur la même fréquence arithmosophique que Girard de Nerval et Charles Fourier. Bon, pourquoi pas? En revanche, plus intéressantes sont les observations, les études de Georges Sebag, dans son livre intitulé « L'imprononçable jour de ma naissance, André Breton ». Et Georges Sebag donc, reprend l'œuvre d'André Breton, il a repris toute l'œuvre, puisque Breton donne des pistes, sème des petits cailloux, je dirais, donne des dates, des rendez-vous, des lieux. Il relève tous ces lieux, et avec une démarche dans laquelle se mêle à la fois le réel et le surréel, il essaye d'apporter un éclairage sur le pourquoi de ce changement de date. Alors je ne vais pas entrer plus avant dans cette étude, parce que là, ça nous mènerait très loin. Simplement, pour celles et ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous reporter à cet ouvrage qui est très intéressant. Moi, j'ai essayé d'apporter une réponse astrologique à ce changement, puisque c'est en fin de compte de ça dont il s'agit. C'est l'astrologie. Effectivement, comme le pressentait Breton, Uranus est la planète dominante du surréalisme, avec cette cote dominante neptunienne. En ramenant donc sa date de naissance au 18 février, Breton naît sous le signe du Verseau. Il y a d'autres modifications dans les deux thèmes. La Lune change de signe. Pour le 18 février, elle est dans le signe du Bélier. Pour le 19 février, elle est dans le signe du Taureau. Ça ne change pas son ascendant. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques astrologiques. Je vais aller à mon observation, qui n'est là aussi que pure hypothèse. Je pense qu'André Breton a modifié sa date pour être en parfaite harmonie avec le surréalisme. Il en était le fondateur, il en était le théoricien, l'animateur principal, jusqu'en 1966, année de sa disparition. Et il naît sous le signe des Poissons, c'est-à-dire à un jour près du signe des Verseaux, qui a pour planète Uranus, qui est la dominante du surréalisme. Et là, comme c'est un homme qui n'aime pas s'en laisser compter, il ne faut pas oublier que le surréalisme, pour lui, c'était quelque part la pierre philosophale. Il écrivait dans l'un de ses textes « Je cherche l'or du temps ». Donc on voit bien la quête alchimique d'André Breton. Et le surréalisme, c'était la pierre philosophale. Et il faut bien reconnaître qu'avec le surréalisme, il nous livre quelque chose qui vient bien au-delà de l'astrologie. Donc, il n'était pas du tout pour lui acceptable qu'il y ait un dysfonctionnement et que ce dysfonctionnement-là, ce soit l'astrologie qui le lui donne. Donc, à mon avis, il opère cette modification. Et il est pile Verseau, Uranus, dominante du mouvement surréaliste. Et André Barbeau, astrologue dont je vous ai parlé,
a eu une intuition qui l'emprunte en fait au paradoxe. Dans sa série des 12 petits livres qu'il a créés, dans la collection Zodiac, où il a fait un livre par signe du Zodiac, il a bien entendu fait l'étude du thème astrologique pour le signe du Verseau, c'est-à-dire la mauvaise date, la date que Breton donnait à l'époque. Bon, mais ça c'est je dirais une erreur qui en soi n'en est pas une, puisque c'était les données que livrait Breton. Et André Barbeau a cette phrase qui est très intéressante. Voilà ce que dit André Barbeau. Un hasard objectif a voulu que cet homme, en appel d'ivresse de vie, à la limite des audaces et illusions de l'esprit, soit précisément de ce signe, sous-entendu le Verseau. Alors qu'en fin de compte, il est du signe des Poissons. Breton a effectivement forcé non pas le hasard, mais le destin en décidant de sa propre naissance. Car il y a un trait de caractère chez Breton qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que ce n'était pas l'homme à totalement adhérer, à se fondre totalement dans les choses. Et il a une phrase dans le prolégomène à un troisième manifeste du surréalisme ou non, c'est la phrase d'ouverture, où il dit, début de citation, « Sans doute y a-t-il trop de nord en moi pour que je sois jamais l'homme de la pleine adhésion. » C'est-à-dire que là, on a une compréhension de Breton par cette phrase-là. Le surréalisme, pour lui, c'était la réponse. C'était la clé, une réponse d'interrogation de la vie, d'interprétation de la vie. En dehors du surréalisme, je ne dis pas que rien n'avait d'intérêt, parce que ça serait absurde, mais tout au moins, il était porteur de cette énergie, porteur de ce désir, et rien ne pouvait infléchir cette ligne de force qu'il s'était, je dirais, lui-même créée. Et je veux, pour preuve de ce que je vous dis, une confidence que m'a faite André Barbeau. En 1954, André Breton commande à André Barbeau, pour la revue Médium, un texte sur l'astrologie. Libre à André Barbeau d'écrire le thème qu'il voulait. À ce moment-là, André Barbeau était en train d'étudier l'indice cyclique de l'astrologie mondiale. Et il s'aperçoit que l'indice cyclique, c'est-à-dire le cycle planétaire qui correspond à la naissance du surréalisme, correspond au cycle de la planète Saturne et Pluton. Barbeau, donc, écrit son texte et l'adresse à André Breton. André Breton en prend connaissance. Je vous laisse le soin d'imaginer quelle a été la réaction d'André Breton quand il a appris que le surréalisme s'inscrivait dans un cycle planétaire. Ça ne lui a pas du tout plu. Il n'a pas pu accepter l'idée que le surréalisme puisse s'inscrire dans un cycle planétaire. Ce qui fait qu'il n'a pas accepté le texte et il ne l'a pas publié. Alors on va dire intégrisme, on va dire fermeture d'esprit. Non, je ne crois pas. C'est parce que pour lui, le surréalisme, c'était la pierre philosophale, comme je le disais. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas accepter que le surréalisme puisse s'inscrire dans le temps. D'où sa fameuse phrase « je cherche l'or du temps », c'est-à-dire qu'il voulait trouver une espèce de formule qui permettait d'échapper à toutes ces contingences qui nous emprisonnent. Donc on a là toute la richesse et la complexité de l'homme. Alors est-ce à dire qu'André Breton, pour autant, contestait l'astrologie événementielle? Parce qu'on pourrait tout de suite dire, mais oui, vous voyez, en fin de compte, il ne croyait pas autant que ça en l'astrologie, puisque partant de là, il la réfute. Eh bien non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que dans une lettre qu'il a adressée à Jean-Pierre Lassalle, que je remercie au passage de me donner l'autorisation de citer un extrait de cette lettre, c'est une lettre qui date de 1961, donc vous voyez, de 1920, début de son intérêt, on est en 61, il y a 41 ans. Donc pour ceux qui prétendent que c'était une passade, l'astrologie, bah, ils ont une réponse. André Breton cite un passage d'échange qu'il a eu avec René Hallot, échange astrologique. René Hallot était un homme épris d'alchimie, et tous les alchimistes pratiquent la symbolique astrologique. Ces deux arts se confondent. Et donc, dans sa lettre adressée à Jean-Pierre Lassalle, 1961, voilà ce que André Breton écrit de son échange avec René Hallot. « Je suis anxieux d'observer à quoi correspondra l'extraordinaire amas planétaire dans le Verseau et sous la queue du dragon qui se produira en février 1962. La guerre, la révolution, des épidémies, des réalisations cosmonautiques exceptionnelles, rien, nous verrons, mais en attendant,
Si j'étais à la place de Kennedy ou de Khrouchtchev, je proposerais une trêve de 6 mois et une conférence sur Berlin en mars 1962. C'est quand même confondant quand on entend ça. Là, on est au cœur de l'astrologie mondiale. Vraiment. Donc, ça soulève des questions. Là, je n'ai pas de réponse à apporter, je lève la question. On est au cœur d'une astrologie mondiale et d'un contenu événementiel. Une guerre, une révolution, des épidémies, il y a un contenu événementiel donné. Alors pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Dans le milieu astrologique, il y a une guerre qui s'est ouverte depuis un petit moment entre les partisans d'une astrologie événementielle et ceux qui la contestent. Donc ceux qui prônent une astrologie purement psychologique, psychanalytique pour certains. Pour ma part, une astrologie qui n'est plus prévisionnelle, c'est plus de l'astrologie. Autant pratiquer la psychologie transpersonnelle de Stanislav Grof, ça n'a plus de sens. Bon. Et les défenseurs de l'astrologie psychologique pratiquent aussi du prévisionnel, qui n'est peut-être pas événementiel, mais quand ils placent un individu au regard de son thème dans un processus évolutif, ils sont aussi quelque part dans une forme de prévisionnel. Donc c'est pour moi une guerre qui n'a pas grand sens et qui, à mon avis, tend à retirer l'essence même de l'astrologie, qui place l'individu dans une perspective évolutive. Au regard d'un thème astrologique, on voit l'individu grandir, évoluer, penser, aimer, respirer. Donc là, avec cet extrait que je viens de vous lire, on est au cœur de l'astrologie prévisionnelle, astrologie mondiale. C'est une lettre qui date de septembre 1961. Autre chose que j'ai découverte, une dédicace adressée à Edmond Boncel sur le livre d'André Breton, Alouette du Parloir, qui est sorti sous le titre Farouche à 4 feuilles. Et André Breton donc fait une dédicace de cet exemplaire à Edmond Boncel. Et voici ce qu'il écrit. Le ciel de Kennedy, avec une problématique Saturne proche de sa culmination. Ce Saturne en maison 10 est la pire des positions qui soit pour un politique. C'est elle que l'on rencontre le plus souvent chez les souverains et les hommes d'État qui ont mal fini, de Napoléon III à Hitler, en passant par Charles X, Louis-Philippe et Laval. Voilà ce que je lisais le 22 novembre au matin dans l'ouvrage d'André Barbeau, 1964 et la crise mondiale de 1965, qui venait de me parvenir. Le soir de ce même jour, c'était l'attentat à Dallas. À Edmond Boncel, pour une révision globale des signes auxquels se fier. Là, quand même, alors on date facilement, cette dédicace donc date de novembre 1963, qui fait référence à l'attentat de Kennedy. On voit encore là qu'il y a une correspondance à un hasard objectif, puisque Breton reçoit l'exemplaire d'André Barbeau le 22 novembre matin. Il en fait une lecture, note ce passage du livre qui parle de ce côté maléfique de Saturne à la culmination pour les chefs d'État. Et le soir même, Breton apprend l'attentat contre Kennedy à Dallas. Donc là, on est au cœur, là aussi. Ça date de 1963. Breton allait disparaître 3 ans plus tard. Là, on est encore au cœur d'une astrologie qui est totalement événementielle. L'intérêt de l'astrologie pour Breton, d'un point de vue analogique, langue poétique, langue d'or, oui, mais à mon avis, ça allait plus loin. Je ne me permettrai pas d'en tirer des conclusions parce que l'intéressé n'est plus là pour répondre et lui seul aurait été à même d'éclairer ceci, mais ça ouvre des questions. Il reste le surréalisme c'est André Breton, et ça, par contre là, ça ne pouvait pas s'inscrire dans l'astrologie, puisque le surréalisme partait vers cette quête alchimique de l'or du temps. Et pour Breton, évidemment, c'était la quête absolue d'une liberté libre, telle que l'entendait Arthur Rimbaud ou Gérard de Nerval. C'est-à-dire que notre relation poétique au monde a la faculté de transformer notre perception de celui-ci et de là, notre pratique de la vie, parce que le surréalisme, c'est aussi une façon d'être au monde et une pratique de la vie. Et c'était ça, chez André Breton, qui prédominait surtout, et c'est ce qui l'amenait à dire également qu'en définitive, un menuisier pouvait être aussi surréaliste, si ce n'est plus, qu'un peintre. Puisque le surréalisme, c'était
avant tout une façon d'être au monde. Et cette façon d'être au monde, muée par le désir, avait la possibilité de pouvoir le transformer. Et il y a eu cette fameuse phrase qu'on a souvent reprise, « Transformer le monde » a dit Marx, « Changer la vie » a dit Rimbaud, ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un. Donc on est au cœur encore de cette résolution dialectique entre un matérialisme et une pensée magique, une pensée traditionnelle. Je viens de parler de pensée magique, ça va en faire bondir beaucoup, parce qu'évidemment dans la tradition, la pensée magique est forcément pas toujours bien interprétée, et d'ailleurs il faut avoir des réserves là-dessus, mais on voit une fois de plus ce foyer d'incandescence. Alors je voudrais conclure par une phrase d'André Breton. C'est une phrase qui est extraite de Poisson soluble. Poisson soluble, c'est une série de textes d'écriture automatique, écrits au tout début des années 20. « J'ai ri jadis de la bonne aventure et je porte sur l'épaule gauche un trèfle à 5 feuilles. Il peut m'arriver, chemin faisant, de tomber dans un précipice ou d'être poursuivi par les pierres. Mais ce n'est, chaque fois, je vous prie de le croire, qu'une réalité. »